Merci également à Jean Arthuis, président de la commission des budgets du Parlement européen, pour ces mots sur notre excellente coopération. Et j'y reviendrai, elle a effectivement réellement porté ses fruits. Chers collègues du Comité des régions, j'aimerais moi aussi partager l'optimisme du titre de ce débat sur la voie d'un futur budget de l'Union européenne qui corresponde à nos ambitions. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas sur cette voie. Ce budget, nous le savons, hélas, aujourd'hui, ne correspondra pas aux ambitions que nous, au Comité des régions, et donc vous venez de le voir aussi au Parlement européen, nous souhaitons pour l'Europe. Sur cette question du budget, le Comité des régions s'est prononcé à plusieurs reprises, notamment au travers de 3 rapports que nous avons adoptés ces derniers mois. Il y a eu d'abord celui sur les ressources propres que j'ai eu le plaisir d'élaborer, et j'y reviendrai pas, Monsieur Jean Arthuis en a parfaitement parlé, celui de Marek Woźniak concernant le document de réflexion sur l'avenir des finances européennes et celui de Nicolas Dobroslavic sur le cadre financier pluriannuel qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Pour aller vite, je rappellerai que le Comité des régions souhaite bien entendu, comme le Parlement européen, que la contribution des États membres soit relevée à 1,3% du produit intérieur brut. Or, ça a été dit, nous atterrirons vraisemblablement de nouveau autour de 1% et des poussières, même si le 0,8, c'est difficile de l'appeler poussière, mais nous verrons bien, ça risque d'être la proposition de la Commission et généralement revue à la baisse après les discussions au Conseil. Tout ça ne serait pas aussi dramatique si la part du budget européen ne dépendait pas, ça a été dit, à plus de 80% des contributions nationales. Et malheureusement, il y a des gouvernements qui sont assez schizophrènes, qui disent vouloir plus d'Europe, plus d'intégration, plus d'ambition, mais cependant qui refusent de faire le chèque en conséquence et qui sont dans cette tyrannie du juste retour ou dans l'obtention de rabais. Nous devrions retrouver pourtant l'esprit de 1988, où les contributions des États membres représentaient seulement 11% du financement du budget de l'Union européenne. Je crois qu'à l'époque, les négociations étaient sans doute moins pénibles, moins longues. Nous pourrions évidemment retrouver des marges de manœuvre avec ces nouvelles ressources propres et nous pourrions enfin nous projeter sur le long terme pour tout simplement être en capacité d'être acteurs de notre avenir, pour ne pas subir un avenir qui va se décider ailleurs dans le monde avec, vous l'avez dit, des États-continents qui nous regardent avec gourmandise. Nous soutenons donc bien sûr au Comité des régions les hypothèses de ressources propres. Ça a été dit, il y en a de nombreuses possibles, la taxe sur les GAFA, sur les transactions financières, sur les émissions de CO2 et même sur la taxe sur les plastiques, même si on est un petit peu réticent d'avoir une taxe sur des produits dont il faudrait arrêter la production. Nous sommes contraints aussi, nous, autorités locales, de rappeler l'urgence de dégager rapidement un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel afin de garantir l'adoption des programmes de l'Union en temps voulu et éviter de nous retrouver en panne de fonds structurels avec les conséquences qui peuvent être dramatiques pour les porteurs de projets sur nos territoires. Les États et le Parlement avancent sur les règlements, mais il est incroyable que sur le sujet des enveloppes générales, ça n'avance pas. Ça nous laisse, nous, les régions, les villes et les citoyens dans une situation d'incertitude profonde. On entend dire à l'heure actuelle qu'en définitive, rien ne bougerait avant la présidence allemande, c'est-à-dire la deuxième moitié de 2020, ce qui est extrêmement tardif. Alors certes, le Conseil a adopté des accords partiels sur la teneur des propositions législatives concernant, entre autres, le mécanisme pour l'interconnexion européen, le programme Erasmus, le programme pour une Europe numérique, Europe créative, la défense, la solidarité. Je m'arrête là dans cette liste, il y en a d'autres. Mais le cœur du sujet reste le budget lui-même. C'est lui qui décidera des moyens de nos politiques. Et là, nous sommes encore dans l'expectative. Et nous sommes très préoccupés par la manière dont les négociations au Conseil sont menées. Il y a eu la présidence autrichienne et aujourd'hui la présidence roumaine qui ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre les négociations transparentes. Elles ont créé un cadre pour les fameuses boîtes de négociation. La présidence roumaine a mis toute son énergie et son cœur pour que cela avance. Mais nous sentons bien le poids des décisions unilatérales, laissant le Parlement européen et par conséquent les citoyens de l'Union européenne en dehors des décisions qui seront prises. Encore une fois, je crains que ces négociations ne finissent par déboucher sur le principe du juste retour et en définitive sur moins de moyens réels
Honnêtement, arriver à 1% de notre PIB commun pour renforcer notre position dans le monde, cela fait beaucoup rire aux États-Unis ou en Chine. Alors bien sûr, nous, au Comité des régions, nous sommes contre une baisse des politiques de cohésion, contre une baisse du soutien à l'agriculture et au développement rural. Nous ne pouvons pas laisser l'Union européenne se désolidariser de ces territoires et favoriser toujours plus les instruments financiers au détriment des subventions, ce qui contribue à accentuer les disparités, les fractures territoriales, les inégalités géographiques. Nous devons nous battre pour une politique de cohésion européenne à la fois juste et efficace dans sa mise en œuvre et qui ne laisse personne ni aucun territoire sur le bord de la route. La crédibilité à long terme du projet européen en dépend. Nous l'avons dit, quand je dis nous, j'inclus le Parlement européen parce que je tiens moi aussi à remercier chaleureusement le député Jean Arthuis et les rapporteurs Isabelle Thomas, Jan Albrecht, Gérard Deprez, Janusz Lewandowski. Tout cela à la commission budget ont fait un travail avec nous qui a été vraiment à saluer et c'est la première fois, je crois, que nos deux institutions ont développé un tel degré de coopération. Rien que sur la politique de cohésion, plus de 560 amendements du Parlement européen ont été engendrés par des amendements correspondant à ceux que nous avons élaborés ici. Et nous pouvons être vraiment fiers collectivement de ce bilan de la coopération entre nos deux institutions. Nous l'avons dit également avec la présidente de la Régie, nous avons eu une réunion ce matin pour acter aussi l'excellente collaboration et essayer de semer des petites pierres pour le futur quand le nouveau Parlement sera désigné, continuer cette coopération. C'est vraiment dans ce type de dialogue, de collaboration et même de solidarité entre nos institutions et les territoires que l'on représente dont l'Europe et nos citoyens ont besoin. Cela permet de toujours replacer le processus législatif dans son lien avec des dynamiques locales, avec des spécificités territoriales, bref, avec le quotidien des citoyens. Pour terminer, je l'affirme ici de nouveau, la politique de cohésion n'est pas une vieille politique classique et ronronnante. C'est une politique d'investissement au service de tous, qui repose sur une bonne gouvernance locale, sur une intelligence des territoires. Notre ambition, c'est d'offrir un monde meilleur en aidant nos structures régionales et locales qui sont en première ligne pour innover, pour réaliser de meilleures infrastructures, développer de meilleurs emplois, pour produire un meilleur environnement, bref, pour améliorer le quotidien des citoyens européens, pour les protéger des évolutions climatiques, économiques et sociales qui pourraient les fragiliser sans une Union européenne forte. Je vous remercie.